Bonjour et bienvenue sur la route de Daniel, expat. Eh bien oui, je me retrouve chez moi au Québec en vacances. Je suis à la fin de mes vacances et je me disais, il fallait bien que je vous fasse une petite vidéo du Québec. Donc j'ai décidé de vous faire une interview parce que des fois là, on a des gens dans notre entourage et on ne sait même pas qui c'est. Et c'est exactement ce qui se passe pendant mes vacances. Je suis chez des amis et Sacha, que je vais vous présenter, en fait un métier tout à fait atypique parce que moi, j'en connais pas. Et c'est un iconographe. Il va vous parler de son métier, mais aussi il est expat parce qu'il est bulgare et il a immigré en Allemagne, à Biberach, qui se retrouve à peu près à une demi-heure de Ravensburg et il a passé toute son adolescence. Et pendant mes vacances, eh bien, il me parlait de ses souvenirs. Et moi, bien, ça me dit quelque chose parce que j'habite tout près de là. Et maintenant, il vit au Québec parce qu'il va vous dire un peu plus lui-même son cheminement. Et merci d'avoir accepté de faire cette interview. Avec un plaisir. Parce que je découvre aussi ta profession et j'ai plein de personnes qui ne connaissent pas ce métier-là. Donc, c'est vraiment une chance de te rencontrer aujourd'hui. Donc, avant de parler de ton métier, j'aimerais plus parler de toi. Comment c'est arrivé que tu sois parti de la Bulgarie pour arriver en Allemagne? Ben, effectivement, je suis né en Bulgarie, en fait à Sofia, la capitale de la Bulgarie. Ma mère était bulgare. Mon père était d'origine russe, mais né en Pologne et il habitait en Bulgarie. C'est là où il a rencontré ma mère. Donc je suis né à Sofia et quand j'avais l'âge de 7 ans, mes parents ont décidé de quitter la Bulgarie. Premièrement, la Bulgarie, c'était une dictature communiste dans le temps. On parle de 1966-67. Comment on est parti de la Bulgarie? C'était que mon père, qui n'était pas citoyen bulgare en fait, lui, il avait un passeport spécial, ça s'appelle un passeport Nansen. Il était donné à tous les ressortissants russes après la Deuxième Guerre mondiale qui ne voulaient pas retourner en Union soviétique, donc ils avaient un passeport spécial, ils pouvaient voyager n'importe où dans le monde. Ce qui n'était pas le cas avec ma mère et moi, parce que nous on était citoyens, moi je suis né en Bulgarie, ma mère aussi, citoyenne bulgare, donc pour sortir de la Bulgarie, il fallait vraiment avoir de très bonnes raisons qui n'étaient pas assez bonnes pour le gouvernement. Alors, mon père, il allait en Allemagne des fois. Et pourquoi Biberach? C'est parce qu'à côté de Biberach, il y a une place qui s'appelle Jordanbad. Jordanbad, c'était et c'est encore une sorte de sanatorium où on fait les soins avec des eaux basées sur les recherches et la façon de soigner d'un prêtre qui s'appelait Kneipp. Donc la façon Kneipp, c'était là-bas. Ça n'a rien à voir avec moi ou mon père, mais après à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands sont partis de la Russie, des terres occupées, il y avait pas mal du monde slave, des Polonais, des Ukrainiens et des Russes qui, au lieu de rester en Union soviétique et d'être soupçonnés par Staline, parce que beaucoup de gens ont été envoyés par Staline après la guerre parce qu'ils étaient un peu, ils n'avaient pas de confiance à ceux qui étaient sous les Allemands, donc beaucoup d'eux ont été envoyés dans le goulag après. Alors beaucoup de Russes, de Slaves, de Polonais, de Ukrainiens ont parti avec les Allemands vers l'Allemagne parce qu'ils se trouvaient plus en sécurité en Allemagne que sous Staline. Et ma grand-mère était une de ceux qui est partie avec c'était son deuxième mari en fait, ils sont partis et sont arrivés en Allemagne. Alors ils étaient dans un camp de réfugiés et après le gouvernement il donnait des subventions aux différentes organisations qui hébergeaient ces ressortissants
de ces pays de l'Est. Donc il y avait un groupe de ces ressortissants, il y avait des Polonais, des Ukrainiens, ma grand-mère avec son mari qui était décédé entre-temps, qui étaient hébergés justement à Jordanbad près de Biberach. Et eux, on leur donnait à manger, on prenait soin d'eux, ils recevaient des subventions du gouvernement pour ça, et on gardait ces gens-là jusqu'à leur mort. Alors mon père, il est venu plusieurs fois visiter sa mère, ma grand-mère, justement à Jordanbad, et là il a rencontré une personne qui travaillait pour Jordanbad, un homme très dynamique. Il est devenu, il connaissait déjà ma grand-mère, il parlait avec elle un peu sur la Russie, surtout sur ça. Et il a rencontré mon père, et après quelques visites de mon père, ils sont devenus des amis. Puis c'est cette personne-là, il a dit, si on pourrait organiser quelque chose que vous sortiez de la Bulgarie pour s'installer en Allemagne. Ce serait bien pour vous et surtout pour ton fils parce que son futur dans un pays communiste, qui sait, mon père a pensé, oui, peut-être c'est une bonne idée. Puis cette personne qui était très dynamique, il connaissait beaucoup de monde, surtout dans la direction de ce sanatorium. Et effectivement, ils ont dit, ben d'accord, on peut arranger que si cette famille peut arriver ici, on va leur aider de s'installer ici. Puis finalement, c'est arrivé comme ça. Mon père a organisé, en Bulgarie, sur les communistes, ça passait comme ça. On connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, plus haut gradé dans le gouvernement, et comme ça, il a pu arranger un visa pour sortir de la Bulgarie, pour visiter ma grand-mère pendant 1 mois. Donc ils ont reçu, ma mère et moi ont reçu la permission de sortir de la Bulgarie pour 1 mois. Après ça, il fallait revenir. Bien sûr, on savait qu'on ne reviendrait pas. Mais ma mère, puis la personne là qui était, il a dit, ok, surtout, il ne faut pas parler à personne. Ma mère a dit, parce qu'elle avait beaucoup de cousins, cousines, il faut parler à personne que vous allez pas revenir. Puis personne ne le savait. En fait, elle n'a même pas dit qu'on sortait de la Bulgarie. Parce que si jamais quelqu'un disait quelque chose et quelqu'un entend quelque chose, puis tout d'un coup, ils vont se douter, mais cette famille-là, il y a quelque chose de louche. Alors, comme ça, on a pu sortir de la Bulgarie. Je me rappelle, j'avais à peine 7 ans, c'était en septembre, j'avais mes 7 ans, et je me rappelle dans le train, mes parents m'ont dit, il faut que tu parles à maman, mais pas à papa, parce qu'ils voyageaient officiellement séparément, parce que mon père, il avait son passeport national, il n'y avait pas de problème. Pour ma mère et moi, c'était juste nous qui avions la visa pour sortir. Et si tout d'un coup je dis, ah papa, quelqu'un à la frontière pourrait s'en douter, ah toute une famille sort là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si c'était juste ma mère et moi, ok, ça passerait. Et évidemment, là on est passé la frontière par la Yougoslavie, puis on est arrivé en Allemagne. Et après ça, c'était assez vite. Là, il fallait d'abord aller dans un camp de réfugiés juste pour faire les papiers. Après ça, on est tout de suite arrivé à la place. Il y avait déjà un petit appartement qui était prêt pour nous. Et comme ça, on est arrivé en Allemagne. Et comment tu as vécu cette arrivée en Allemagne à ce moment-là? Moi, j'étais petit, c'est sûr, puis j'avais pas des amis proches. J'étais même pas encore à l'école en Bulgarie. Je n'ai pas commencé l'école, j'ai commencé l'école en Allemagne. Je me rappelle, ce qui était dur, c'est les premières semaines, parce que je ne connaissais pas un mot d'allemand. Après Jordanbad, on a reçu du gouvernement un appartement subventionné. C'était des appartements pour ceux qui n'avaient pas de moyens de se payer des gros loyers. C'était à Ochsenhausen. Ochsenhausen, c'est une plus petite ville, peut-être à 10 minutes en auto de Biberach.
Puis la première année, c'est là où on a vécu. J'ai commencé l'école là-bas. Il n'y avait pas de classe d'accueil d'immigrants, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants. Moi, j'étais le seul immigrant, en fait, dans cette école. Donc, il fallait apprendre l'allemand à fur et à mesure. Et est-ce que tu te souviens si les autres enfants, comment ils te percevaient, si tu étais le seul immigrant ou Oui, comment ça se passait? À cet âge-là, les enfants, ils sont pas mal accueillants, il n'y avait pas de problème, puis je me suis vite fait des amis, puis j'ai appris l'allemand assez vite, en fait, parce qu'à 7 ans, on apprend vite, surtout quand on est mis dans une situation où il n'y a pas de moyen, il faut apprendre la langue. Donc, j'avais pas de problème. Après un an, on a déménagé à Biberach parce que mon père a pu commencer à travailler de son métier. Ça, c'est une autre histoire aussi, comment c'est arrivé, parce qu'au début, en fait, tu dis que moi je suis iconographe, oui, mais je suis iconographe, ça veut dire que je peins des icônes. Les icônes traditionnelles byzantines, c'est parce que mon père était iconographe. Il faisait ça en Bulgarie, professionnellement, mais en arrivant en Allemagne, il ne savait pas s'il pouvait faire une vie avec l'iconographie. Et c'est arrivé aussi bizarrement, c'était comme vraiment un coup de chance qu'il y avait quelqu'un qui connaissait mon père comme iconographe. Il avait rencontré par hasard un reporter, une journaliste, qui était justement pour les affaires culturelles d'un magazine local. Puis là, il s'est intéressé parce que dans le temps, il n'y avait pas beaucoup d'iconographes en Allemagne. Il y avait peut-être 2, 3 à peine, là, donc c'était quelque chose de nouveau pour l'Allemagne, des iconographes. Et elle est allée interviewer mon père. Et il a écrit un grand article sur lui avec des photos et tout ça. Puis c'était comme une sensation tout d'un coup. Tout d'un coup, je me rappelle, il y avait toutes sortes de monde qui venaient rencontrer mon père, d'autres journalistes. La télé est arrivée une fois, donc on est passé à la télé. Et c'est comme ça qu'il est devenu connu. Donc il a commencé à avoir beaucoup de commandes. Certes, des églises orthodoxes, mais beaucoup des Allemands qui aimaient vraiment des icônes. En fait, il y avait pas mal d'Allemands qui avaient rencontré, ont vu des icônes quand ils étaient durant la guerre, en fait, en quelque sorte du monde, qui étaient en Russie durant la guerre, et ils avaient rencontré des Russes, ils avaient vu qu'est-ce que c'est des icônes. Donc les Allemands de cette génération-là avaient un grand intérêt pour des icônes. Donc mon père a eu des commandes partout de l'Allemagne tout d'un coup. Comme ça, il a pu travailler de son métier. Quand on est arrivé à Biberach, j'ai continué l'école. En fait, j'ai commencé l'école en Allemagne et j'étais en Allemagne jusqu'à 1975, ça veut dire j'avais 15 ans, donc j'ai fait jusqu'à le secondaire 3. Ici, c'était secondaire 3, là-bas, c'est gymnasium, bien sûr. Ma jeunesse et une grande partie de mon adolescence était passée en Allemagne. Je me sentais comme allemand, je parlais comme un allemand, finalement. J'avais perdu mon accent et j'avais des amis allemands. Donc, tu te sentais bien intégré, enraciné en Allemagne, absolument. quoi. Oui, oui, oui. Et donc, quand tu es parti pour le Canada, pourquoi vous êtes parti pour le Canada? Oui, ben pour le Canada, c'est parce que mon père a eu une invitation d'un évêque russe qui était établi à Montréal. Il était l'évêque des églises orthodoxes, de certaines églises orthodoxes russes du Canada. Donc, lui, il a rencontré mon père durant son visite en Allemagne, puis il lui a suggéré qu'on a besoin d'iconographes au Canada. On a beaucoup d'églises qui n'ont pas d'iconographes, il n'y a pas assez d'iconographes. Vous allez travailler. Et mon père était toujours très religieux et il voulait vraiment travailler beaucoup. Il aimait travailler pour des églises, pour des particuliers certes, mais surtout pour des églises. Alors, c'était la première raison. La deuxième raison, c'était parce que comme ressortissants bulgares, on n'avait pas de citoyenneté allemande, on n'avait pas de passeport allemand, on n'avait pas de passeport bulgare non plus parce qu'on était des réfugiés.
Donc on était des illégaux en Bulgarie finalement. Et mon père, il avait un passeport Nansen, mais pas de citoyenneté. Donc on était des apatrides finalement. Pour avoir la citoyenneté allemande, c'était très difficile dans le temps, carrément impossible parce qu'il fallait chercher des documents en Bulgarie, et ça c'était carrément impossible. Aujourd'hui, ce serait peut-être possible, mais on ne savait pas, c'était la dictature en Bulgarie dans le temps. Alors, pour le Canada, c'était beaucoup plus facile. On arrive au Canada, après quelques années, on peut demander la citoyenneté. En plus, pour mon père, qui avait des problèmes de santé, il souffrait de cœur. Alors, ici, il y avait aussi par rapport aux soins médicaux, avec la carte médicaments, c'était aussi intéressant pour lui. Mais surtout à cause de la citoyenneté. Il pensait aussi au futur, à la future génération, ça veut dire moi. Qu'il y aurait peut-être plus d'opportunités avec une citoyenneté, quelque chose de plus stable ici. Alors, il est arrivé à Montréal en 1975. Puis, Et toi, comment tu as vécu ça? Parce que tu étais bien justement à Biberach. Comment tu as vécu ce déménagement-là pour le Canada? C'était un peu plus difficile pour moi parce que j'avais déjà des amis proches en Allemagne. Mais en même temps, c'était aussi un peu comme une aventure. Parce que le Canada, oh wow, c'était quelque chose, c'était un pays un peu exotique pour nous. Alors, je ne sais pas, c'était un peu de l'aventure. Puis finalement, non, je suis arrivé ici. Encore une fois, la première année, c'était difficile parce que je n'avais pas d'amis. J'arrive dans une école, puis c'était une école anglophone en fait, parce que c'était avant la loi 101. Donc, j'étais dans une école anglophone, mais je connaissais personne. Je ne parlais pas l'anglais non plus. Est-ce que tu parlais français? Même pas, non, non. En fait, j'ai commencé à parler anglais, mais encore une fois, les premières semaines étaient extrêmement difficiles. Je revenais à la maison en pleurant. Pour apprendre la langue, ça n'a pas pris longtemps, mais les premières semaines étaient difficiles. Donc, déjà, une fois, j'étais obligé d'apprendre l'allemand sur le coup, et une deuxième fois, l'anglais sur le coup. En même temps, j'ai commencé à travailler le français aussi, parce que je savais qu'au Québec, il faut aussi le français, surtout le français, mais en 1975, ce n'était pas encore si clair, donc c'est pour ça, parce que des amis des familles, leurs enfants allaient dans des écoles anglophones, alors ils m'ont mis dans une école anglophone. Après... ça t'a pris combien de temps pour t'adapter quand tu es arrivé au Canada, à peu près? Je dirais assez vite parce que je me suis fait des amis aussi dans quelques semaines. Puis il y avait aussi, faisait partie aussi d'une communauté russe ici, donc il y avait des jeunes avec. Donc on est devenus des amis aussi. Puis à l'école aussi. Et c'est ça, et comme ça je connais 5 langues parce que à la maison je parlais toujours russe avec mon père et bulgare avec ma mère. En Allemagne j'ai appris l'allemand et aussi à Montréal anglais puis le français aussi. Au début j'étais dans une classe spéciale de français parce que dans les écoles anglophones il y avait des classes pour de nouveaux arrivants qui ne connaissaient pas le français, donc c'était des classes pas régulières mais qui devaient apprendre. Les autres avaient déjà des cours avant. Mais j'ai pris assez vite. Peut-être avec mon expérience, j'apprenais des langues plus vite. Alors pour le français, ça ne durait pas longtemps. Après 1-2 ans, je pouvais aller dans la classe régulière de français. Et au cégep, j'ai décidé, en fait, je suis allé, c'était mon choix, je suis allé dans un cégep français, francophone, parce que je voulais vraiment améliorer mon français. Et je savais que la meilleure façon, par expérience, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est d'être immersé à 100%. Et c'est ça, j'ai fait 2 ans de cégep de Rosemont. Et ça allait très bien, j'écrivais de gros travaux en français et tout ça. En même temps, je suis resté en contact avec mes amis en Allemagne. Et même aujourd'hui, je texte maintenant. Avant, on s'appelait, on écrivait. Maintenant, on texte. J'ai encore 2 amis que je connais depuis
la première année, en fait, pas la première, la deuxième année de Biberach, deuxième année de l'école primaire. On se connaît depuis là, parce qu'on habitait dans les mêmes endroits, puis je suis encore... Et tes parents ont réussi à apprendre le français parce que tes parents étaient plus âgés, c'était plus difficile Ouais, peut-être mais pour eux? eux, ils parlaient plutôt anglais. Ok. Oui, mais ils se débrouillaient. Ma mère, elle n'a vraiment pas appris parce qu'elle n'a pas travaillé ici. Tous ses amis étaient des Russes ou des Bulgares. Donc, son anglais n'était pas fameux, mais elle pouvait aller chercher. Puis, bien sûr, elle a appris aussi des mots français ici et là. Donc, elle pouvait faire du shopping. Puis, Elle se débrouillait, elle se débrouillait, dans le ouais. quotidien. Oui, oui, oui. Puis elle avait quel âge ta mère quand elle est arrivée au Canada? Là, il faut que je À peu calcule. près, elle avait 30 ans, 40 ans, 50 ans? Mais plus que ça, elle était en 28, donc on fait les calculs. 50 ans, non? Ouais, Donc c'est normal à 50 ans. Oui, elle n'était pas jeune, non, non. C'est ça, mais donc souvent c'est ça, hein, la première génération apprend la langue plus difficilement, on se débrouille, mais la deuxième génération, bien, toi on voit que tu parles très bien français, même si tu m'as dit « Ah, mon français, il est mais c'est parce que c'est ma dernière langue que j'ai apprise. Oui, mais tu parles bien français, moi je trouve, vraiment. Oui, c'est ça, parce que je me suis fait un point de toujours parler français dans des magasins. Dans ça, j'écoutais beaucoup la télé en français aussi parce que je voulais vraiment que l'anglais c'était facile. J'avais des amis, je parlais anglais avec eux, mais pour les français, il fallait faire l'effort. Et c'est comme ça que j'ai fait et je fais toujours en fait. C'est un accent, c'est pas parce qu'on a un accent qu'on parle mal la langue. Oui, c'est ça. Oui, tu parles très bien en tout cas. J'ai un accent en anglais aussi en passant. Et comment t'es arrivé justement à dire ben je veux devenir iconographe parce que je sais pas qu'est-ce que tu as étudié au cégep, en fait, j'ai étudié de la littérature, des langues. J'ai fait un bac en littérature anglaise et allemande. Et j'ai fait une maîtrise en études slaves. Mais qu'est-ce qu'on peut travailler avec ça, là? C'était juste pour et comment t'es arrivé à l'éducation générale. Mais pour ça, l'iconographe, c'est à cause de mon père. Mais en fait, c'était presque naturel pour moi parce que j'ai grandi avec ça. Mon père, en Allemagne, n'avait pas un studio à part. Il avait son studio était une pièce dans notre appartement. Et c'est là où il travaillait. Donc, quand j'étais petit, je regardais, je visitais, je regardais ce qu'il faisait. Des fois, il me faisait faire des petits trucs avec le pinceau. À un moment donné, j'ai lui aidé un petit peu avec son travail, juste comme ça. Puis, il m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai carrément grandi avec ça. Mais je n'étais pas sûr à un moment donné si je voulais vraiment devenir iconographe. Mais après le décès de mon père, en fait je me suis dit, j'ai tout ce studio ici, j'ai toutes les peintures, ça, je vais quand même essayer, voir ce que ça donne. Et ça donne qu'il paraît que j'ai absorbé ça naturellement en regardant. Et mes premières icônes sont venues assez facilement. C'est sûr qu'il fallait faire beaucoup d'études, beaucoup de travail, d'expérience. Mais j'ai senti avec mes toutes premières icônes que c'est possible de faire ça. Et ce qui m'a aidé beaucoup aussi, le contact avec l'Allemagne, parce que le nom de mon père était encore connu. Même au Canada, il travaillait beaucoup pour des particuliers en Allemagne. Donc il envoyait beaucoup des icônes en Allemagne. Et la même personne qui était un très bon ami, c'est la même personne en fait qui a arrangé qu'on s'est retrouvé en Allemagne. Ce triptyque-là, c'était un cadeau de mon père à la personne qui a arrangé notre arrivée en Allemagne. Donc il a fait ça comme cadeau. Et comme cadeau, c'était quelque chose de très spécifique. Ce qui figure ici, c'est la résurrection du Christ, 2 anges. Mais ici, on voit l'église catholique. En fait, c'est une église catholique protestante. Les deux se partagent la même église. C'était au centre-ville de Biberach. C'est l'église. Et cette chapelle-là, elle est à Jordanbad, justement. Donc, c'est pour connecter Biberach, Jordanbad. Donc, c'était quelque chose qu'il a fait pour cette personne-là qui habitait justement
Et pourquoi j'ai ça chez moi ici, c'est parce que quand, en fait, je vais nommer la personne, il s'appelle Alban. Quand Alban est décédé, ses enfants, ils ont hérité beaucoup des icônes de mon père, parce qu'Alban, il vendait pas juste les icônes, mais il avait aussi pas mal des icônes à lui-même. Donc, eux, ses enfants sont décédés, m'ont envoyé cette triptyque en mémoire de son père, en fait, puis j'étais très content. Il était la personne, en fait, notre représentant et mon représentant en Allemagne. Donc, je travaillais beaucoup comme ça. Et j'ai eu des commandes aussi ici de l'église russe, d'autres églises de particuliers aussi. Et c'est déjà presque 40 ans que je fais ça et ça n'a pas diminué vraiment. Je continue toujours. Et donc, au début, c'était surtout des contrats en Allemagne. Et, beaucoup en Allemagne, mais aussi ici. Parce que après le décès de mon père, les églises avaient besoin quand même d'iconographes. Alors, ils se sont dit, on va lui donner une chance, on va voir ce que ça donne. Puis, ça donnait que j'avais des commandes presque dès le début. Et maintenant, c'est-tu toujours avec plusieurs pays ou? Moi en Allemagne, parce que la nouvelle génération, ils ont moins d'affinité pour les icônes. Et en plus, il y a pas mal de ressortissants de la Russie qui travaillent comme iconographes. Et aussi, il y a pas mal d'Allemands qui ont appris l'iconographie, donc ils font ça. Il y a beaucoup plus de compétition aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Mais donc moins pour l'Allemagne, malgré que j'ai quand même toujours de petites commandes ici et là qui viennent de l'Allemagne, pas mal des États-Unis et du Québec aussi, mais aussi du reste du Canada, donc un peu partout finalement. Donc tu as réussi à faire ta place comme iconographe. Oui, puis ça va de bouche à oreille. Et maintenant, j'ai de plus gros contrats pour certaines églises. Il y a des églises grecques, des églises russes. Il y avait une église d'Antioche, en Ontario, où j'ai travaillé aussi pas mal d'icônes. Et si tu voudrais, je ne sais pas, donner juste une petite idée de ce que c'est ton travail? Premièrement, il y a quelques icônes ici qui sont finies. Mm-hmm. Et là, maintenant, je travaille sur une icône, donc, comme vous voyez, j'ai fini les vêtements de liste. Oui, c'est avec la dorure, ça c'est de l'or, le vrai or, ça veut dire des feuilles d'or. Donc, je travaille maintenant sur le visage, donc ça c'est pas fini évidemment, mais ce sont des différentes couches d'ocre qui sont mis une après l'autre pour éclaircir le tout. Et une icône comme ça peut prendre combien d'heures environ à faire? Bon, si je dis 30 heures, ça ne sonne pas très long, mais 30 heures, ça veut dire que je ne suis pas capable de travailler 10 heures par jour. Mm-hmm. Donc, si on parle de journée, on peut entre 2 et 3 semaines. Parce qu'une semaine, c'est uniquement la préparation du bois. Parce qu'il y a 6 ou 7 couches de gesso, de l'enduit sur lequel est peinturé l'icône. Donc une semaine de préparation, une bonne semaine de travail sur une petite icône, et après ça une semaine de vernissage aussi. Donc c'est ça prend du temps. C'est pas juste les heures, mais c'est aussi les journées. Et ça, ce sont des icônes assez simples. Des fois, je dois travailler sur des grandes icônes ou des icônes, il y a beaucoup le sujet est beaucoup plus compliqué. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois même, dépendant. Donc mais tu arrives à vivre des icônes. Oui, mais c'est pas quelque chose qui, disons, on ne devient pas riche avec des icônes, mais entre moi et mon épouse qui a un travail stable, ça va très bien. Donc, on peut dire finalement, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de réfugiés un peu partout dans le monde. Donc, tu es un bel exemple pour donner espoir à des réfugiés
de réussir leur vie ailleurs. Oui, oui, c'est possible parce que les réfugiés, premièrement, ils ont beaucoup de volonté de réussir. Et quand il y a une très forte volonté et une nécessité, on arrive à réussir, surtout dans des pays où il y a plus de possibilités que d'autres. C'est sûr que quand nous sommes arrivés en Allemagne, on n'est pas arrivé avec une vague de réfugiés. On était comme des singuliers, comme c'est une famille parmi très peu. Quand il y a des grandes vagues de réfugiés, ça crée d'autres challenges, mais individuellement, c'est possible, bien sûr. Ouais. Et t'aurais-tu, pour terminer en conclusion, t'aurais-tu un conseil à donner à des réfugiés, même s'ils ne sont pas dans la même condition que toi? Toi, c'était un peu plus facile parce que c'était pas des vagues. Ouais. Est-ce que tu aurais un message d'espoir à leur Bien dire? sûr, il y a toujours un espoir. Premièrement, on ne devient pas réfugié si ça va très bien dans son pays. Alors déjà, on va vers des pays où il y a plus de possibilités. Donc, l'espoir est toujours là. Il faut juste pas lâcher, pas garder toujours l'espoir et l'optimisme. Et quand il y a une vague de réfugiés, ça veut dire qu'il y a aussi du monde où on peut se soutenir un l'autre. Ça aussi, il y a quelque chose de positif dans ça. Dans l'entraide. Oui, dans l'entraide, c'est ça. Ouais. Mais je te remercie beaucoup parce que tu m'as ça fait m'a fait découvrir ce que tu faisais et je connaissais pas du tout ton histoire. Et en fait, je trouve que c'est une très belle histoire pour ma chaîne YouTube et aussi pour que les gens découvrent cette histoire. Et je pense que ton histoire, c'est quand même, ça porte beaucoup d'espoir dans la situation actuelle. C'est une histoire parmi d'autres, bien sûr, oui. Chaque personne a son histoire, oui. Oui, mais c'est une belle histoire. Merci. Et je te souhaite encore beaucoup de succès et encore de garder la passion pour ce que tu fais. Merci, Daniel. Merci beaucoup, Sacha. Ciao, ciao! Les lignes ici, tout ça c'est le même art. Ça se fait avec une colle liquide. C'est avec un pinceau très fin pour faire ces lignes-là. Après ça, on colle là par-dessus. C'est une colle comme ça. C'est un mordant en fait, un mordant fait pour les feuilles d'or. Aujourd'hui, je travaille à l'acrylique. Autrefois, je travaillais comme mon père à la tempéra à œuf, ça veut dire à la base des jaunes d'œufs. J'ai changé pour l'acrylique. Le résultat est carrément le même. Et pour la colle, au lieu d'une colle achetée, j'utilisais autrefois le jus d'ail. Le jus d'ail mélangé avec de l'eau parce que ça colle.